On va vous donner un exemple sur l'île-et-Vilaine. On a fait la simulation en fait de ces énergies renouvelables, c'est-à-dire la géothermie de surface, la pompe à chaleur, le biogaz et le PV en grande toiture dans 45 départements. Donc ce travail a été fait en fait au départ sur des départements ruraux et a été élargi sur tous les départements côtiers lors du débat public sur la mer en débat, donc de Dunkerque à Nice. Et vous verrez que sur l'île-et-Vilaine, on va vous montrer le tableau. En fait, ce qu'on propose d'ici 2050, c'est équivalent à 86 champs éoliens ou 2 parcs éoliens en mer. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une solution alternative, équilibrée sur le territoire, qui ne demande pas tous les investissements qui sont demandés par le reste. Donc, c'est développer une part d'économie importante d'énergie, moins dépendante de la frontière nationale grâce à l'autoconsommation, maîtriser et réduire la facture électrique et éviter tous les impacts sur le patrimoine, l'environnement, la biodiversité. Ceux-là, on les connaît par cœur. Alors, voilà le résultat. En fait, on a fait une simulation court terme, c'est en 2030, moyen terme 2040, 2050. Donc la géothermie est effectivement un point très important. Donc vous voyez, ça représente quand même 2 TWh sur les Vilaine en 2050. Donc c'est le double de toute la France aujourd'hui uniquement pour les Vilaine. Il suffit de faire des trous. On a la chaleur qui est à 13 degrés, à 15 mètres sous nos pieds. Et H24 et 360 jours par an. Le PV sur les hangars, on l'a calculé uniquement sur les hangars agricoles en prenant le nombre d'exploitations, etc. Donc ça, c'est moins important. Et sur les méthaniseurs. On verra la solution sur les méthaniseurs. Je ne sais pas si elle est présentée après. Je reviendrai dessus. Alors, quand ce calcul sur les Vilaines, on l'extrapole sur les 40 départements, vous voyez qu'on arrive sur la géothermie à 57 TWh, 7 TWh sur les hangars et 18 en méthaniseur. Et si on prend la totalité des départements ruraux, c'est-à-dire qu'on retire en fait les métropoles, on arrive à 109 sur la géothermie, 16 sur les hangars et 39 sur les méthaniseurs. Ça, c'est des éléments qu'on a présentés lors du colloque annuel de RETM le 11 octobre dernier. Ils sont disponibles sur notre site www.RETM. Mais quand on totalise la totalité de tout ça, on a la géothermie, donc ça c'est le calcul qu'on a fait. Les autres packs, ça, c'est le remplacement des radiateurs électriques, dont on a parlé notamment par des pompes à chaleur RR, les hangars. Les autres PV industriels, ça, c'est une estimation qui nous a été faite notamment à partir de ce qu'on a regardé sur les ADER. Les méthaniseurs industriels, ça, c'est le calcul qu'on a fait. Les autres méthaniseurs, c'est la donnée GRDF. La biomasse, c'est ce qui existe aujourd'hui. Les biocarburants et la biorganisation. Les biocarburants, c'est donné CRME et c'est GRDF. Alors, juste un mot sur les méthaniseurs industriels, parce que je sais que ça a été un sujet très sensible avec les projets de Nature Énergie en Loire-Atlantique, et je voudrais revenir sur ce sujet-là. Je connais très très bien les équipes de Nature Énergie qui sont une filiale de Shell, puisqu'on a travaillé sur d'autres projets, et ils ont mis en œuvre un projet de cette nature-là à Sérilly, au nord de Dijon, avec la coopérative Cerebia. En fait, l'erreur colossale en fait, de Nature Énergie en Loire-Atlantique, comme nous avons entendu parler, ils ont essayé de faire un débat public qui était une catastrophe, le département était très clair, heureusement d'ailleurs, mais ils mettaient des camions partout. La proposition qu'on fait, c'est que ces méthaniseurs, c'est un nombre limité, c'est à peu près 150 en 4 par département, mais tous localisés bord à rail et bord à voie d'eau, sur des anciens sites industriels, en fait. Et ça veut dire qu'en fait, la marchandise, elle est transportée par rail et par voie d'eau, beaucoup moins chère et beaucoup moins impactante vis-à-vis des routes. Et en fait, c'est sur une bande de 100 km, 50 km au nord, 50 km au sud. En Bretagne, il n'y a pas beaucoup de voies d'eau. Donc, on regarde des solutions par rail. Et moi, j'ai eu un ancien agriculteur que je m'avais envoyé, dont le fils s'intéressait à ça et qui se trouve vouloir réfléchir là-dessus. Et il y a une voie ferrée désaffectée, etc. Donc, j'ai échangé à Rennes avant-hier avec les gens de SNCF Réseau. Et je pense qu'il faut regarder en Bretagne comment les localiser parce que, en fait, c'est des mécanismes où on va regrouper à peu près 100, 120 agriculteurs. Ce n'est pas un petit méthaniseur de 4 ou 10 agriculteurs qui d'ailleurs peut représenter un danger parce que c'est quand même un équipement industriel. Les agriculteurs n'ont pas forcément été formés pour ça et vous savez qu'en dessous de 100 tonnes, il y a beaucoup moins de contrôle, etc. Donc nous, notre proposition, c'est que ça soit, on va le détailler après, c'est que ça soit fait avec une initiative publique, en fait, par le département, ça peut être par les EPCI, pour le Grand Redon, avec le syndicat départemental de l'énergie, avec la Chambre d'agriculture, avec la CCI, avec GRDF, avec VNF, SNCF. Et en fait, de lancer des appellations d'intérêt où répondront en fait les industriels. Mais une fois que la puissance publique aura déterminé les sites où il y a une acceptabilité, où il y a un sens local. Donc ces études-là, il faut les lancer, c'est-à-dire qu'il faut superposer le réseau GRT Gaz avec le réseau SNCF et le réseau fluvial pour voir où on peut injecter. Et c'est pour ça que ces méthaniseurs, à mon avis, sont très importants. Et vous voyez que le total, 671 TWh,
c'est même plus que ce qui est proposé avec l'éolien et le solaire. Hein. C'est plus. Alors, quels sont les enjeux? Pour nous, les collectivités ont un rôle majeur à jouer sur la concertation parce que vous avez vu le décalage qui a été montré entre les ADER et la vision du gouvernement et ils doivent réaffirmer les priorités sur le mix énergétique. C'est pas facile parce que c'est un sujet qui n'était pas de leur compétence. Ceci dit, ce sont les maires qui sont les patrons des syndicats des ventes d'énergie par définition. Moi, c'est comme ça que c'est structuré. Donc, de dire s'ils prennent leur rôle et s'ils obtiennent de renforcer les compétences et le rôle des syndicats des vendeurs d'énergie, à mon avis, ils ont un atout à jouer. Il faut fédérer les démarches au niveau EPCI, département et région. Sur la région Hauts-de-France, j'en ai parlé avec Frédéric Motte, qui est le vice-président en charge de ça et qui est également le président du syndicat régional de l'énergie. Il est tout à fait prêt, d'ailleurs, à avoir un rôle de coordination, entre guillemets, pour que les syndicats des vendeurs d'énergie puissent être vraiment mieux équipés et jouer leur rôle de terrain. Les départements connaissent beaucoup mieux les maires que les régions. Donc, vraiment, cette relation département, EPCI et maire est un point clé. Donc, mutualiser les solutions au niveau des territoires. Donc, on a expliqué, par exemple, pour la géothermie de surface, c'est la même chose. On a dit aux maires, faites des plaques géothermiques de 50 ou de 100 trous, comme vous avez fait la fibre, et puis les gens vont se connecter. Donc, il va y avoir un rôle d'amorçage, en fait, très important sur la géothermie de surface, parce qu'il faut faire baisser les coûts, il faut faire des écoles de foreurs. Hein, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 écoles de foreurs, et aujourd'hui, le bottleneck, c'est les foreurs, hein, c'est tout. Et si on fait les écoles de foreurs et qu'on fait 50 ou 100 trous d'un coup, ben on va diviser par 2 ou par 3 le coût des forages. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important. L'ancienne commande publique, emploi et réindustrialisation, et ça, c'est vraiment un enjeu des territoires et des collectivités. Une centaine de forages, certes, on peut les réaliser, ouais. Et après, il faut envoyer un réseau. Ah ben après, effectivement, il y a un réseau, mais je veux dire, les gens qui font les forages, c'est les gens qui font les réseaux, c'est les mêmes personnes. Hein. Ils font les réseaux en même temps, c'est un marché unique qui serait fait. Alors effectivement, il faut avoir fait le schéma au niveau de l'EPCI. Sur un lotissement, dans un lotissement, dans des choses comme ça. Alors ça peut être un lotissement, ça peut être des bâtiments publics aussi. Il y a beaucoup de maires qui l'ont déjà fait sur des bâtiments publics, hein, de faire de la surface. Il y en a beaucoup, dans Mayenne, dans Sarthe, en Maine-et-Loire, etc. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui se font, mais c'est des petites initiatives locales. Et en fait, pardon, ça passe sur un échangeur. Non, il y a un tuyau de froid et un tuyau de chaud, c'est tout. Hein, il y a quand même un compresseur. Oui. Mais là, c'est chacun individuellement. C'est-à-dire que la collectivité, elle met un réseau, la source chaude et elle reprend la source froide. Mais après, c'est chacun qui se connecte. C'est comme la fibre. C'est vous qui mettez votre box derrière la fibre qui a été mise par. Voilà. Et c'est le réseau qui est fait par la collectivité. C'est le réseau par la collectivité. Derrière, il y a des investissements soit publics, soit privés, suivant les types de bâtiments.